En janvier 2012, le FBI m'a appelé chez moi. Pourriez-vous venir au bureau de Washington jeudi à 10 h? J'ai répondu bien sûr. Je me suis rendu au bureau de Washington et ils ont commencé à m'interroger. J'ai passé ma vie à travailler avec le FBI. Alors si le FBI a besoin de mon aide, pas de problème. Ce n'est qu'au bout d'1 h et 45 minutes que j'ai compris. L'objet de l'enquête, c'était moi. Ils m'ont dit, on va être franc avec vous. Nous sommes en train de perquisitionner votre maison et nous saisissons vos ordinateurs. Mon expérience de lanceur d'alerte m'a révélé les mesures terrifiantes qu'un gouvernement peut prendre, et j'insiste sur ce point qu'il prendra contre ceux qui dénoncent les méthodes du pouvoir. Dans une véritable démocratie, le public a le droit d'être informé. Les écoutes illégales, la torture, ce sont les lanceurs d'alerte qui les ont révélées. Je ne pouvais pas me taire. Si je me taisais, j'étais complice d'une violation de la Constitution. J'étais un haut fonctionnaire de l'Agence nationale de sécurité, la NSA. J'aurais été complice d'un crime. Autrefois, les lanceurs d'alerte devaient choisir entre leur conscience et leur carrière. Aujourd'hui, ils risquent leur liberté et leur vie. Je n'ai pas commis de crime. Je saisirai la justice et je prouverai mon innocence. Je ne me laisserai pas intimider. Je suis aussi coriace que ces types. Je vais me battre. John, did you get her? Yeah. Okay. Where's Max? He's sleeping through the weekend. Sorry to wake you up, but it's dinner time. In my heart, Je sais que je vais gagner. Quand je déprime, ma femme me dit « Tu as la vérité pour toi ». Elle a raison. Je n'ai rien fait de mal. Il s'appelle John Kiriakou. Il a été un agent secret de la CIA pendant 15 ans. Vous acceptiez ces méthodes? Non, pas vraiment. J'ai refusé de participer à cet entraînement. J'ai été le premier agent de la CIA à confirmer l'usage de la torture sur des prisonniers appartenant à Al-Qaïda. Ça fait quoi?
On a l'impression de se noyer. Les médias en avaient déjà parlé. Le Washington Post avait rapporté l'utilisation de la torture par la CIA, Human Rights Watch et Amnesty International avaient dénoncé ces méthodes. Dans mon esprit, je ne révélais rien de nouveau. Je n'étais jamais passé à la télévision. Je m'attendais à une interview de 10 minutes dont il ne diffuserait que 15 secondes. En fait, il m'a interrogé sur Abu Zubaydah et sur la torture. Le waterboarding, la torture par l'eau, ne devrait pas faire partie de nos méthodes. Pourquoi dites-vous cela maintenant? Nous sommes américains, ce n'est pas digne de nous. L'interview a fait la une dans le monde entier. Toutes les chaînes de télévision américaines m'ont appelé. La CIA m'avait mis en accusation pour avoir divulgué des informations classées sur l'emploi du waterboarding. Heureusement pour le ministère de la Justice, ces informations n'étaient pas classées et ne justifiaient pas l'ouverture d'une instruction. Il est bon que ce sujet fasse l'objet d'un débat national. Le Congrès devrait s'en saisir. Le pays doit se prononcer. Notre pays veut-il recourir à ce genre de méthode? Après cette interview, j'étais devenu un renégat pour la CIA. Sans le savoir, que cela me plaise ou non, je ne faisais plus partie de l'agence. Je me bats pour restaurer l'Amérique d'avant le 11 septembre. C'est un combat très dangereux. Après le 11 septembre, au lieu de revenir à l'équilibre, le pendule est parti dans l'autre direction, celle du secret. Tout a été classé secret défense. On s'est attaqué aux lanceurs d'alerte. On a fait signer des engagements de confidentialité. On a classé des procédures au nom du secret d'État. Le gouvernement utilise tous les moyens pour faire taire les gens. Chaque fois que l'on évoque des droits civiques entamés ou abolis au nom de la sécurité nationale, les gens pensent que vous êtes du côté des terroristes. Vous voulez faire souffrir votre pays, me dit-on. Mais c'est tout le contraire. Nous voulons que notre pays continue à respecter les valeurs sur lesquelles il a été fondé. Devenir un lanceur d'alerte, ce n'est pas une ambition, ce n'est pas un plan de carrière. Qu'importe que les citoyens aient le droit d'être informés, ils vous accuseront de fuites illégales. Les lanceurs d'alerte sont une espèce menacée et notre gouvernement veut accélérer leur disparition. Ils veulent à tout prix éviter que l'on révèle ce qu'ils trament en secret en invoquant la sécurité du pays. Ils ont recours à l'Espionnage Act, la loi la plus répressive de notre arsenal judiciaire. Le message est clair, ils seront impitoyables. Ils ont choisi leur cible. Je suis dans le collimateur et ils ont dit « on va statuer un exemple ». Je suis né en Louisiane. Mon père était officier dans l'armée de l'air, mais j'ai grandi dans le Vermont, où je suis allé au lycée. C'est là que je suis devenu adulte. Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville de Pennsylvanie, au nord de Pittsburgh, en pays amish. J'ai toujours été fasciné par la politique étrangère. Quand j'étais gamin, j'étais un radioamateur passionné. J'ai grandi à Columbia, dans le Maryland, dans une famille à problème. J'ai été sensible très tôt à la notion de justice. Je me souviens des cours d'instruction civique, on regardait les auditions du procès du Watergate. On découvrait des violations de la loi, du 4e amendement, des crimes interdits par la Constitution. Personne n'était au-dessus des lois.
pas même le président des États-Unis. J'ai fait des études de droit en Nouvelle-Angleterre. Je rêvais de travailler au ministère de la Justice. Vous plaidez au nom des États-Unis. Vous êtes le chevalier blanc. Vous êtes toujours du bon côté. Après mes études de droit, j'ai été engagée par le ministère de la Justice. C'était tout ce dont j'avais rêvé. Je m'intéressais surtout au Moyen-Orient. J'étais au lycée pendant la crise des otages de Téhéran. Je me suis dit, je vais étudier à l'université George Washington. C'est à 2 rues de la Maison-Blanche. Je décidai de m'engager dans l'armée de l'air comme linguiste d'écoute. Un linguiste d'écoute suit les communications de pays étrangers en différentes langues. Moi, j'étais spécialiste de l'Allemagne de l'Est. Mon conseiller pédagogique était un professeur qui travaillait pour la CIA. Son rôle était de repérer des étudiants susceptibles d'intégrer l'agence. Il m'a demandé si cela m'intéressait de travailler pour la CIA et j'ai répondu « Pourquoi pas ?» J'ai suivi le processus de sélection et je me suis retrouvé à la CIA. J'ai travaillé brièvement pour la CIA et je suis devenu prestataire indépendant pour le gouvernement en conception de logiciels de 1989 à 2001. En février 2001, dans l'édition dominicale du Washington Post, je suis tombé sur une petite annonce intéressante. La NSA recrutait en dehors de la fonction publique. Je voulais servir mon pays et on m'offrait un poste à responsabilité. J'ai fait acte de candidature et j'ai été accepté. Pour la 4e fois, j'ai juré de défendre la Constitution. Et le jour où j'ai pris mes fonctions à la NSA, c'était le 11 septembre 2001. J'ai intégré une commission d'éthique qui venait d'être créée, le Bureau de conseil en responsabilité professionnelle. Nous étions chargés de vous éviter des ennuis, à la différence du Bureau de responsabilité professionnelle qui sanctionne les manquements à la déontologie. Notre rôle était de définir des impératifs déontologiques pour vous éviter de commettre des actes contraires à l'éthique. Pendant 2 ans, nous avons développé cette structure et ses missions. C'était passionnant. Mais après le 11 septembre, tout a changé. Il y a un avant 11 septembre et un après 11 septembre. Ce qui s'est produit dans les semaines et les mois qui ont suivi le 11 septembre a fourni le cadre de tout ce qui s'est passé par la suite. Le 11 septembre, tout a changé dans le milieu du renseignement. Le système s'est mis en place en quelques années. Pendant 4 ans, tout s'est fait dans le plus grand secret. Personne n'était au courant. Nous allons tous les tuer. Voilà quel était le sentiment dominant au sein de la CIA après le 11 septembre. Au fil du temps, cette animosité a décliné chez certains employés. Mais d'autres agents de la CIA continuaient à penser qu'il s'agissait d'une lutte à mort, qu'il n'y avait pas de zone grise, que c'était noir ou blanc. On ne s'embarrassait plus de précautions, on s'arrangeait avec les règles. On développait des arguments spécieux, comme par exemple la justification de la torture par un de mes camarades de fac de droit, John Yoo. Après le 11 septembre, la priorité de la NSA a été d'obtenir un maximum d'informations, où qu'elles soient. On m'a dit, il nous faut ces informations, à tout prix. On traversait une crise. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas une crise ordinaire. Pendant une réunion, mon supérieur m'a dit « Le 11 septembre est une aubaine pour la NSA. Nous allons enfin obtenir du Congrès les financements que nous réclamons. Et bien plus encore. » Les activités de contre-terrorisme, extrêmement limitées avant le 11 septembre, ont connu une progression exponentielle après l'attentat. George Tenet, à l'époque directeur de la CIA, a envoyé un mémo à toutes les agences de renseignement. « Envoyez-nous tous les projets en cours,
toutes les technologies à l'étude, nous en avons besoin. Ma mission était de repérer les nouvelles technologies au sein de la NSA, de les soumettre à mes supérieurs pour pouvoir les mettre en œuvre. Peu après le 11 septembre, je leur ai présenté ThinThread, un programme extraordinaire. Ce système avait été mis au point avant le 11 septembre et tenait compte des dispositions de la loi FISA qui protégeait les données personnelles des citoyens américains. Il avait été conçu comme ça. Ils ont refusé le système. J'ai dit, pourquoi rejeter le système ThinThread? J'ai insisté, je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai rédigé une note officielle pour exprimer mes inquiétudes. J'ai aussi informé ma supérieure des rumeurs inquiétantes selon lesquelles la NSA pourrait avoir violé la loi FISA et le 4e amendement. Des collègues sont venus me voir en privé pour me dire « Tom, pourquoi utilisons-nous un système destiné à écouter les communications des pays étrangers pour mettre sur écoute des citoyens américains? Je croyais qu'il fallait un mandat pour espionner des Américains. Vous avez un problème, adressez-vous au service juridique de la NSA. » J'ai appelé le chef du service juridique qui m'a déclaré « La NSA est l'agence responsable de l'exécution de ce programme. Les juristes ont donné leur feu vert. La Maison-Blanche a autorisé le programme. C'est parfaitement légal. » Quand il a dit « C'est parfaitement légal », j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que la NSA, sous l'autorité du général Michael Hayden, avait conclu un accord secret avec la Maison-Blanche. Très peu de gens étaient au courant. En un mot, un système qui était destiné à écouter des puissances étrangères visait à présent notre propre pays. On avait ouvert la boîte de Pandore. On avait instrumentalisé les États-Unis d'Amérique. On allait déployer dans notre pays des méthodes conçues pour espionner les puissances étrangères et pratiquer la surveillance électronique à grande échelle. Mon arrestation a fait la une des médias nationaux. Fox News titrait même « Un ancien officier de la CIA livre des informations à Al-Qaïda ». This morning, a former CIA officer is accused of repeatedly leaking classified secrets to reporters. Investigators say he potentially put the lives of covert officers at risk. These are very serious charges for the ex-CIA intel officer. Prosecutors say he told 3 journalists the role of a CIA officer in the capture of a top Al-Qaeda leader. Abu Zubaydah reportedly waterboarded more than 80 times, a controversial interrogation technique. Dans un éditorial publié dans le San Francisco Chronicle, un responsable de l'Heritage Foundation m'a qualifié de traître. J'ai tenu à lire certains articles qui me concernaient. Tous parlaient de Jesselyn Radack. Je me suis dit, cette femme a tout compris. Il y a une grande différence entre faire fuiter des informations et être un lanceur d'alerte. Moi, j'ai pointé du doigt des violations du droit par le gouvernement. Il fallait que je rencontre cette femme. Au regard de la loi, on devient un lanceur d'alerte quand on révèle des preuves d'escroquerie, de dilapidation, de violation des règlements ou d'actes illégaux. Quand on consulte l'article lanceur d'alerte dans le dictionnaire, on trouve les synonymes suivants: balance, traître, rien que des connotations négatives qui font de vous un rebelle, un dissident, un traître. Ce sont eux qui ont employé le terme lanceur d'alerte. Tout à fait. Je ne suis pas pénaliste. Je représente les lanceurs d'alerte et je collabore avec des avocats qui les défendent dans les affaires relevant de l'Espionage Act. Le juge Brinkema a enjoint à la partie adverse de ne pas produire de nouveaux documents à la veille du procès. Le gouvernement accusait John Kiriakou d'avoir qualifié le waterboarding de torture, d'avoir révélé la pratique systématique de la torture.
et d'avoir publié un livre qui dénonce l'usage de la torture par la CIA et les méthodes du FBI. Voilà ce qui fait enrager le gouvernement. John Kiriakou a été un agent de la CIA de 1990 à 2004. Il est mis en examen pour violation de l'Espionnage Act. Il aurait livré des informations classées à des journalistes. Un journaliste a appelé John pour lui demander de confirmer l'identité d'un fonctionnaire, comme l'ont fait de nombreux anciens agents. Ils l'ont mis en examen pour violation de la loi sur protection de l'identité des agents. L'Espionnage Act est une loi complexe, datant de 1917, qui visait les espions, pas les lanceurs d'alerte. Il est inconcevable de recourir à une loi aussi draconienne pour d'autres faits. Il me semblait que c'était clair depuis 40 ans, après l'affaire Daniel Ellsberg. Quand Tom Drake a été mis en examen au titre de l'Espionnage Act, je me suis dit que cela ne se reproduirait pas. Mais 4 mois plus tard, Stephen Kim, un analyste du département d'État, a été inculpé au même titre. J'ai examiné les archives et j'ai découvert qu'un certain Shammai Leibowitz avait 1 an plus tôt plaidé coupable d'une violation d'un autre paragraphe de l'Espionnage Act. Cela devenait systématique. Si l'on examine tous ces cas, il y a Shammai Leibowitz, linguiste consultant, Tom Drake, de la NSA, Stephen Kim, du département d'État, Jeff Sterling, de la CIA, John Kiriakou, CIA, et Bradley Manning, armée de terre. Ces 6 hommes ont tous travaillé pour l'administration Obama dans les domaines de la sécurité nationale et du renseignement. A breach at the nation's top security agency. A young Army private is now being formally charged in connection with leaked video. Il y a des points communs entre ces tentatives excessives du gouvernement pour couvrir des pratiques illégales, qu'il s'agisse de crimes de guerre, de surveillance illégale ou de torture. Stephen Jin-Woo Kim, accused of violating the Espionage Act, Charged with repeatedly leaking classified secrets. Leaking classified information. Top secret information. Disclosing classified information. According to the federal indictment, Thomas Drake was... C'est le chef d'accusation le plus grave qui puisse viser un citoyen américain. Cela revient à dire « Vous êtes un ennemi de l'État ». Pourquoi avoir recours à cette loi? Pour envoyer un signal fort, pour intimider les gens qui voudraient parler. Après le 11 septembre, je suis devenu responsable des opérations de contre-terrorisme au Pakistan. En arrivant, on m'a demandé d'établir une procédure pour capturer un terroriste caché en lieu sûr. J'ai réfléchi à la question, comment vais-je procéder? Quelle serait la première étape pour capturer un terroriste dans sa cache? Il faudrait faire ça de nuit, disons à 2 heures du matin. J'ai écrit 2 heures du matin en haut de la page. Petit à petit, j'ai élaboré une procédure. On nous a signalé la présence d'Abu Zubaydah au Pakistan. À l'époque, nous pensions qu'Abu Zubaydah était le numéro 3 d'Al-Qaïda. Nous savions qu'il était quelque part au Pakistan, mais le Pakistan, c'est grand comme le Texas. Il a commis une erreur qui nous a permis de réduire le nombre de ses caches à 14 sites. Nous avons fait venir une grosse équipe, moitié CIA, moitié FBI, des armes, des moyens électroniques et des talkie-walkie. On a attaqué les 14 sites simultanément. Il se trouvait dans une de ces caches. Il a essayé de s'échapper en sautant du toit de sa maison sur celui d'une maison voisine. Les Pakistanais lui ont tiré dessus. Il a été blessé gravement à l'estomac, au pubis et à la cuisse. Il est resté dans le coma 1 jour et demi. J'ai été le premier à pouvoir lui parler. Il m'a d'abord demandé un verre de vin rouge et quelques heures plus tard, il m'a demandé de l'étouffer avec un coussin. Quand il a repris ses esprits,
Il a compris qu'il était prisonnier des Américains. Il voulait savoir ce qui allait lui arriver, où il allait être transféré. Il avait très peur de l'inconnu. J'ignorais où on allait le transférer. Je ne savais pas qu'on allait le torturer. Je n'avais pas à le savoir. Il me récitait des poèmes qu'il avait écrits. Il pleurait à l'idée de ne pas connaître les joies de la paternité, les caresses d'une femme. Je me souviens lui avoir dit « Je devrais te haïr, vouloir te tuer. Mais ce n'est pas le cas. Tu fais pitié. » C'était un jeune type, il n'avait pas 30 ans, et il n'arrêtait pas de pleurer. J'ai dit à un de mes collègues « C'est ça la menace Al-Qaïda? C'est ça dont nous avons peur ?» Ça m'a ouvert les yeux. C'étaient des pauvres types, des jeunes gars illettrés et désœuvrés. Je peux vous assurer que 99% d'entre eux n'avaient pas lu le Coran. Ce n'étaient pas des croyants. Ils n'avaient pas prêté allégeance à Oussama Ben Laden. Ils voulaient juste sortir de leur village au Yémen et se faire un peu de fric. Je me suis dit que l'on avait exagéré l'importance de cette mission. Un collègue est venu me dire « Le QG envoie un jet privé pour transférer le prisonnier. » À 3 heures du matin, nous l'avons sorti sur une civière. Il était affolé. Il m'a demandé de lui tenir la main. Il voulait savoir si on allait le tuer. Je lui ai dit « Non, ça fait longtemps qu'on te cherchait. Tu vas être bien soigné aux États-Unis. » Un médecin lui a fait une piqûre de Démérol, il s'est assoupi et on l'a embarqué dans le jet privé. L'un des agents qui était venu le chercher est descendu de l'avion. Il était entièrement vêtu de noir, une cagoule noire, un pull noir. Il m'a appelé par mon nom. « John ?» J'ai répondu « Tu es qui ?» Il a retiré sa cagoule et j'ai reconnu un de mes anciens supérieurs au QG. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit « Je dirige le contre-terrorisme, et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a dit « Je prends livraison du prisonnier. » Qui est-ce d'ailleurs? J'ai répondu « Désolé, tu n'as pas à le savoir. » J'ai ajouté « Où l'emmenez-vous » À quoi il a répondu « Tu n'as pas à le savoir. » Eh bien, bon vol. L'avion a décollé et je ne l'ai plus jamais revu. Quand je suis rentré du Pakistan, on m'a dit que la CIA avait lancé un programme intitulé « Technique améliorée d'interrogatoire ». On m'a demandé si je voulais être formé à ces techniques améliorées. Tout ça m'a révulsé. D'abord, soyons clairs, c'est de la torture. Ils peuvent affubler ça de n'importe quel euphémisme, ça reste de la torture. Je suis revenu au département antiterroriste et je leur ai dit « Je ne suis pas d'accord avec ce programme ». Ensuite, j'ai appris par la rumeur que nous avions créé un réseau de prisons secrètes dans le monde entier, dont même les chefs d'État de ces pays ignoraient l'existence. Il s'agissait d'accords passés entre le chef de la CIA et les patrons des services secrets de différents pays. C'étaient des installations provisoires pour nous permettre d'interroger des individus sans avoir à se préoccuper des lois et des droits civiques. Ceux d'entre nous qui ne participaient pas à ce programme n'en connaissaient que des bribes. Je n'avais aucune idée de l'importance du réseau de prisons secrètes. Je l'ai découvert dans la presse, 2 ans après avoir quitté l'agence. Nous sommes Américains, ce n'est pas digne de nous. Mais à l'époque, vous étiez d'accord. J'étais sous l'emprise de la colère. Je voulais empêcher d'autres attentats contre les États-Unis. Je pensais que c'était la seule solution. Ça a marché avec Zubeida? Oui. La CIA m'avait menti. On nous avait dit qu'Abu Zubeida avait été soumis une seule fois au waterboarding, qu'il avait craqué et donné des informations exploitables. Il a répondu à toutes les questions comme je vous parle. À votre avis, le waterboarding l'a fait avouer? Je le pense, oui. Cela a eu des conséquences? Oui. Ces informations nous ont permis de déjouer de nombreux attentats.
Tout cela s'est révélé faux. Nous le savons parce qu'en 2009, dans son rapport, l'inspecteur général de la CIA notait qu'Abu Zubaydah avait subi le waterboarding à 83 reprises, sans livrer aucune information exploitable. Croyez-moi, je regrette mes propos de l'époque. Mais je me fondais sur les informations dont je disposais alors et qui étaient inexactes. Il est possible qu'Abu Zubaydah n'ait jamais été un membre d'Al-Qaïda. C'était peut-être un sympathisant, un professionnel de la logistique qui fournissait des médicaments ou des faux documents. Nous n'en savons rien. Mais il n'était pas un haut responsable d'Al-Qaïda, comme le prétendaient la CIA, la NSA et la Maison-Blanche. Mon mari m'a beaucoup soutenue. Pendant toute cette période épouvantable, je retrouvais chez moi un havre de paix. Je m'étais fait une promesse. Si j'arrivais à sortir de cette situation dramatique, je consacrerais ma vie à la défense des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte viennent me voir et me disent « Vous n'allez pas croire ce qui m'arrive ». Je leur réponds « Oh, si je vous crois ». Parce que je sais ce que le gouvernement est capable de faire. Je suis devenue lanceur d'alerte à partir du 7 décembre 2001. C'est le jour où le département des affaires criminelles m'a appelé pour m'informer que le FBI avait capturé en Afghanistan un citoyen américain qui se battait aux côtés des talibans. Mon homologue voulait savoir si le FBI pouvait l'interroger hors la présence d'un avocat. J'ai répondu sans hésiter que cet Américain, un certain John Walker Lint, avait un avocat. Pour mon département, c'était une question élémentaire. J'ai répondu « Il doit s'agir d'un interrogatoire préliminaire d'un suspect en garde à vue, et il ne s'agit pas d'une opération secrète. » Je n'y ai plus pensé pendant le week-end. Et de retour à mon bureau le lundi, un agent du contre-terrorisme m'a appelé et m'a dit qu'ils l'ont fait quand même, que le FBI a procédé à l'interrogatoire. Que fait-on maintenant? J'essayais de trouver une solution avec le département des affaires criminelles. J'ai dit, bon, je comprends, ils sont dans le feu de l'action, en zone de guerre, et ils l'ont quand même interrogé. Voyons comment régler cette affaire. Je leur ai conseillé de conserver l'interrogatoire sous scellé et de ne l'utiliser que pour la sécurité nationale et la collecte d'informations, mais pas pour une mise en examen. Dans le même temps, des images commençaient à circuler, montrant ce type nu, attaché à une civière, les yeux bandés et les mains attachées devant ses parties génitales. Il était évident que ce type avait été maltraité. En fait, cela ressemblait énormément à ce que nous avons vu beaucoup plus tard à la prison d'Abu Ghraib. Aujourd'hui, je peux vous annoncer la mise en examen de John Walker Lint, un citoyen américain. Le ministre de la Justice, Ashcroft, affectionnait les conférences de presse à grand spectacle. Il révéla que John Walker Lint avait été mis en examen. Un journaliste lui demanda si on lui avait fourni un avocat. Ashcroft répondit « Je crois qu'il faut bien comprendre que le suspect a le droit de choisir son avocat, mais qu'il n'a pas jusqu'ici exercé ce droit. » Cet après-midi, un grand jury du district de Virginie a prononcé une mise en examen pour 10 chefs d'accusation de John Walker Lint. 2 semaines plus tard, on lui demande des précisions sur le traitement de John Walker Lint.
et il déclare que les droits de John Walker Lint, le droit de garder le silence et le droit à un avocat, ont été scrupuleusement respectés. c'était un mensonge flagrant. Tout le monde avait lu les journaux et vu les images de ce type que l'on torturait. La défense fait valoir que ces déclarations au FBI sont sans valeur parce qu'il les a faites après avoir été confiné pendant 3 jours dans ce container en métal. Chaque jour apportait son lot d'informations. Bâillonné, les mains et les jambes attachées à une civière. Il avait une balle dans la jambe. On l'avait confiné dans un container. Ma supérieure hiérarchique me suggérait avec insistance de laisser tomber l'affaire et j'étais inquiète. Il s'agit d'une violation de l'éthique. Nous n'avons pas trouvé de solution avec le département des affaires criminelles. Elle m'a dit « Je veux que vous classiez cette affaire ». Il était évident que l'on déployait une stratégie pour poursuivre et condamner ce type et en faire un exemple. Il est accusé de conspiration en vue de tuer des citoyens américains, de soutien à des terroristes et de complicité avec les talibans. Le gouvernement avait engagé des poursuites pénales contre cet homme. C'était le premier suspect poursuivi pour terrorisme après le 11 septembre. Et l'affaire avait déclenché une véritable hystérie. Il a tenté de tuer des soldats américains. C'est un traître? C'est en mars que j'ai fini par comprendre. Le procureur du procès contre John Walker Lint, un procès que j'avais refusé de plaider, m'appelle directement pour me dire « Comme vous le savez, une cour fédérale a ordonné la communication de toute la correspondance du ministère de la Justice relative à l'interrogation du taliban américain John Walker Lint. On m'a envoyé 2 de vos courriels. Je voulais être certain d'avoir l'intégralité de votre correspondance sur le sujet. » Je savais que j'avais écrit bien plus de 2 courriels. J'ai trouvé ça très inquiétant. Je suis montée dans mon bureau pour éclaircir cette affaire. Je savais que le dossier faisait au moins 3 cm d'épaisseur. J'ai ouvert le dossier sur mon disque dur et il ne contenait que 2 documents. Un en tête de fax et 2 courriels anodins. J'ai été prise de nausées. J'ai demandé conseil à un de mes collègues à la commission d'éthique, un avocat chevronné à quelques mois de la retraite. Il a regardé le dossier et il m'a dit très naturellement « Ce dossier a été purgé ». Comment ? Nous sommes l'administration, nous poursuivons Enron et Arthur Andersen pour destruction de preuves et obstruction de la justice. Purgé, que voulez-vous dire ? Le contenu de ce dossier était très incriminant parce qu'il prouvait que le FBI avait commis une violation de l'éthique en interrogeant John Walker Lint. Si cette confession ne pouvait pas être produite au procès, l'accusation s'effondrait. J'ai appelé le service technique. Est-il possible de récupérer ces documents? C'est très important. On m'a dit que c'était possible et j'ai récupéré les 14 courriels qui couvraient l'affaire. J'ai envoyé une note à ma supérieure hiérarchique. Je ne comprends pas pourquoi ces documents n'étaient pas dans le dossier. J'ai fait une copie de cette note avec les pièces jointes pour éviter qu'elles ne disparaissent à nouveau. Et je l'ai donnée à ma supérieure. Elle m'a demandé « Pourquoi ces documents n'étaient-ils pas dans le dossier ?» C'était une question de pure forme. Je lui ai dit « Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ce n'est pas légal et je vous donne mon préavis, je démissionne. » Je pense que des responsables importants du ministère de la Justice voulaient dissimuler le fait que la commission d'éthique avait décidé de violer la loi à l'insu d'une cour de justice. Je ne pouvais pas vivre avec l'idée qu'un être humain risquait d'être condamné à mort parce que j'avais gardé le silence. Un matin, j'entends Michael Isikoff dire à la radio « Le ministère de la Justice déclare qu'il n'a jamais refusé à John Walker le droit d'être représenté par un avocat. » J'ai appelé Isikoff et je lui ai dit « Je ne sais pas qui vous a raconté ces conneries, mais c'est complètement faux.
J'ai des courriels qui le prouvent. Je suis allée dans une boutique de FedEx et je lui ai faxé les courriels. Il m'a dit qu'il allait écrire un article et m'a demandé si je consentais à être citée. J'ai répondu, c'est comme si j'agitais un chiffon rouge. Non, je préfère ne pas être citée. De nombreux lanceurs d'alerte témoignent en gardant l'anonymat. Ils ne veulent pas avoir d'ennuis. Mais mes courriels ont été publiés intégralement sur le site de Newsweek avec mon nom. J'en avais assez. L'agence n'était plus ce qu'elle avait été avant le 11 septembre. J'ai démissionné sans aucun regret. J'ai trouvé un poste auprès de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères. Un jour, un journaliste m'appelle. Selon lui, la CIA abusait de l'accord de principe avec le département d'État pour garantir l'anonymat de leurs agents afin de protéger des individus qui avaient participé au programme de torture et éviter que leur nom n'apparaisse dans les médias. J'ai écrit à l'agence pour demander des éclaircissements. Au bout de 6 semaines, un de mes collègues passe me voir à mon bureau et me dit « Tu as eu une réponse de la CIA à ton courrier ?» Je réponds « Non, je n'ai rien eu. » En fait, dit-il, la lettre est classée top secret information sensible. Avec le poste que j'occupais, je n'étais pas habilité à lire ce genre de courrier. Je lui ai demandé « Que disait cette lettre ?»« Va te faire foutre. » Je me suis dit, ils sont toujours fâchés. Et puis mon livre est sorti, ce qui les a vraiment mis en pétard. Son nouveau livre, L'espion réticent, ma vie secrète dans la guerre de la CIA contre le terrorisme. Je ne sais pas. Pourquoi avez-vous continué à pratiquer la torture si les informations obtenues étaient sans intérêt? Tout le monde paniquait. On ne pouvait pas s'arrêter de peur de louper une information capitale. Khalid Sheikh Mohammed et Nashiri, le 3e prisonnier soumis au waterboarding, nous ont fourni de fausses informations. Ils ont avoué ce qu'à leur sens, l'interrogateur voulait entendre pour faire cesser la torture. J'ai postulé à tous les emplois possibles. Des épiceries aux magasins de jouets et à Starbucks, j'ai tout essayé. Je n'ai pas eu une seule réponse. Je vous avoue que le travail me manque. Quel que soit le poste, je serais heureux de passer 8 heures au boulot. Il y a des informations dans mon livre qui les ont vraiment embêtés. J'ai donné les noms des protagonistes, des types qui n'étaient pas infiltrés. Je voulais témoigner que je n'approuvais pas ce genre de méthode. Ce n'est pas acceptable. Le gouvernement américain et la CIA ne devraient pas être impliqués dans ce genre de pratiques. Des tas de gens à la CIA ne sont pas d'accord avec moi, mais cela m'est égal, je m'en fiche. Quand il est à la maison, c'est presque une obsession. Il passe son temps devant son ordinateur,
au téléphone. On n'a plus de vie normale. Les enfants ignorent tout de la situation. J'essaie de les protéger et de donner à John l'espace dont il a besoin. Il affiche un certain optimisme, mais je sais qu'il est profondément préoccupé. Nous sommes en train de passer en revue les documents classés. Nous avons identifié une centaine de documents classés qui pourraient étayer ma défense. Dans cette affaire, c'est le juge Brinkema qui va décider des éléments qui seront produits au cours du procès devant un jury de ses pairs. C'est une phase décisive. Le juge tranchera en ma faveur ou non, ou bien il prendra une position médiane. J'ai lu tous ces documents et ils sont indispensables à ma défense. Au début, j'ai été tenté par le suicide. J'ai envisagé sérieusement de me jeter sous un train. J'étais profondément déprimé. J'avais perdu tout espoir. Dès notre première rencontre, mes avocats m'ont dit que si je plaidais coupable, cela me coûterait entre 50 et 100 000 $. Mais si vous voulez un procès, on sera plus près de 500 000 $. Aujourd'hui, j'en ai déjà pour $1 million. Et si nous poursuivons la procédure, on pourrait atteindre $2 millions. Je ne peux pas payer une telle somme. Je ne sais pas si je pourrai jamais payer ces frais de justice. Je savais que la Maison-Blanche et le général Hayden s'étaient placés au-dessus des lois. Au lieu de respecter la Constitution, ils avaient choisi de ne pas la respecter. Ils avaient violé leur serment de respecter, de défendre et de protéger la Constitution. J'ai tiré toutes les sonnettes d'alarme en interne. Au début de 2002, je suis appelé comme témoin par une commission d'enquête sénatoriale. Je leur donne des informations ultra secrètes en ma possession. Non seulement je leur ai donné tout ce que je savais sur Thin Thread, mais j'ai aussi pris connaissance d'informations détenues par la NSA, des informations que l'agence avait transmises aux plus hautes autorités militaires et qui auraient pu empêcher l'attentat du 11 septembre. J'ai tout donné à la commission. Des informations sur Al-Qaïda et des organisations affiliées qui auraient largement contribué à éviter ce complot. La NSA détenait toutes ces informations. Mais personne n'en connaissait l'existence parce que leur système était lamentable. La NSA avait lamentablement échoué dans sa mission. J'ai été chargé de rédiger le rapport final, de découvrir tout ce que la NSA savait, aurait dû savoir ou aurait pu savoir avant le 11 septembre. Au cours de cette enquête, j'ai obtenu des informations extraordinaires qui ont toutes été consignées dans mon rapport. Alors que j'étais en Angleterre pour une autre mission, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue affolé. « Tom, on nous a débarqué de l'enquête. » « Pourquoi ? Tu le sauras quand tu seras rentré. » Ils ne voulaient pas que le Congrès sache la vérité. Dès mon retour, j'ai été mis au placard et on m'a dit très clairement « Attention, ils cherchent les auteurs des fuites. Ce n'étaient pas des fuites à la presse. Ils cherchaient ceux qui avaient informé la commission d'enquête sénatoriale sur le 11 septembre. » Ils violent FISA, la loi sur la surveillance des agents étrangers. Ils violent le 4e amendement. Les plus hauts responsables
s'emploie à étouffer cette affaire. Je savais que j'étais considéré comme une menace, que je pouvais les empêcher de cacher au Congrès ce qu'ils savaient sur le 11 septembre. Un ordre émanant du directeur adjoint de la NSA exigeait que l'on enterre toute information critique sur ce que la NSA savait du 11 septembre et que l'on interdise toute enquête à ce sujet. Point final. Je suis confronté à des fraudes à grande échelle, des violations de la Constitution. J'avais tiré toutes les sonnettes d'alarme dans le cadre de mes fonctions. J'avais suivi l'affaire jusqu'au bout. Aucun résultat. Il était évident que le Congrès était devenu complice. La sécurité nationale avait pris le pas sur la Constitution. En février 2006, j'ai pris contact de manière anonyme avec une journaliste pour lui révéler dans des messages cryptés étalés sur une année ce que je savais. Elle en a fait un article. Pour la première fois, on révélait l'existence d'une extension d'un programme secret appelé ThinThread. Le nombre de personnes qui connaissaient l'existence de ce programme secret, qu'ils y aient eu accès ou pas, était très limité. Ils ont commencé à cibler tous les gens associés au programme, même de manière incidente. Je savais de sources sûres que Dick Cheney avait ordonné au ministère de la Justice « Trouvez-moi les types qui ont parlé. Qui que ce soit, je m'en fous. Faites un exemple. Je veux qu'ils soient carbonisés. » Kirk Wiebe, un ancien collègue, m'appelle et me dit « Tom, il faut qu'on se voie. » On s'est retrouvés dans un bar et il m'a dit que le FBI venait de perquisitionner nos bureaux. Je savais que j'étais le prochain sur la liste parce qu'il posait des questions à mon sujet. J'étais devenu le suspect numéro 1. On me considérait comme le maître d'œuvre, la source principale. C'était juste une question de temps. On m'avait déjà placé sur écoute. J'étais filé en permanence. Il y avait souvent 2 voitures banalisées au bout de ma rue. Le matin du 28 novembre 2007, je m'apprête à partir au travail. Je venais de prendre les clés de ma voiture, un peu après 7 heures. On frappe violemment à ma porte. Mon épouse était sur le point d'emmener notre fils Zachary à l'école. Je vois son visage se décomposer. Ils me montrent un mandat et j'ai coopéré avec eux. On m'a interrogé pendant 8 à 9 heures. L'un des agents du FBI prenait des notes. On m'a lu mes droits Miranda. Ils m'ont dit « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ». C'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient attribué un numéro à chaque pièce de la maison. Ils ont fouillé de fond en comble. De toute évidence, ils cherchaient des dossiers estampillés « Secret défense ». Ils ont confisqué plusieurs livres qui figuraient sur le mandat de perquisition, dont « État de guerre » de James Risen. Ces livres sont devenus des preuves à charge. Des mots et des phrases qui faisaient allusion au programme secret que j'avais révélé à la commission sénatoriale. Je pensais qu'ils procéderaient rationnellement en consignant tout ce qu'ils trouveraient. Mais non. Ils ont retourné la maison, il y en avait partout. C'était vraiment curieux. Ils ont ouvert tous les tiroirs, tous les placards. Ils examinaient les casseroles. Ils cherchaient, là derrière, sous l'évier. Quand on voit tous les objets familiers qui font partie de votre vie quotidienne, manipulés par des agents du FBI qui vous soupçonnent d'un crime, oui, on a le sentiment d'un viol de sa vie privée. Toutes ces questions qui vous viennent, allez-vous m'inculper?
Quels sont les chefs d'accusation? Que va-t-il m'arriver? Je me suis séparé de ma femme peu après. Et j'ai dû quitter la maison en janvier 2008. J'ai vécu presque un an un peu plus haut vers le nord. Oui, c'est le prix que l'on paie. Ce soir-là, on m'a appelé pour me convoquer au département des ressources humaines de la NSA. Ils ont annulé mon habilitation, j'ai dû rendre mes badges et j'ai été placé en congé administratif. Ils m'ont inculpé pour 3 chefs d'accusation d'espionnage. Je faisais l'objet d'une enquête depuis mon interview à ABC en 2007. Ils m'avaient dans le collimateur depuis décembre 2007, en raison de mes activités officielles. J'étais un haut fonctionnaire dans une commission de contrôle sénatoriale. Ils ont tenté d'accréditer l'idée que j'avais livré des informations à la presse. Je suis très inquiète pour John, autant sur le plan professionnel que sur le plan humain. C'est très difficile pour n'importe qui, aussi fort soit-il, de sortir indemne d'une telle expérience. Au cours de la dernière phase des auditions, les auditions sur la protection des informations classées, l'administration a exigé une nouvelle règle de procédure, l'entretien in camera. L'entretien in camera autorise les représentants de l'administration à avoir un entretien privé avec le juge, hors la présence des avocats de la défense et de l'accusé. Nous n'avons pas connaissance du contenu de cet entretien. Ils ont eu un entretien in camera, à la suite de quoi le juge a rejeté toutes nos motions. Nous pensions pouvoir produire des informations déclassées pour étayer ma défense. En fin de compte, nous n'avions plus aucun élément. Il y a des chefs d'accusation pour lesquels je déposerais volontiers une requête en plaidé coupable. Une requête en plaidé coupable pour faux témoignage passible d'1 an de prison, tout à fait d'accord. C'est un chef d'accusation que l'on accole systématiquement à toute procédure. Mais plaidé coupable dans le cadre de la loi sur la protection de l'identité des agents de renseignement, il n'y a qu'un seul exemple dans toute la jurisprudence. Nous ne voulions pas être les seconds. Mes avocats avaient pris contact officieusement avec le procureur pour voir si l'on pouvait envisager une négociation. En moins de 24 heures, on nous a fait une proposition. Les gens qui doivent prendre une décision qui va bouleverser toute leur existence ont le droit de savoir ce qui les attend. Nous allons en Virginie, à cette adresse. L'un de mes avocats, celui que j'estimais et respectais le plus, s'est penché vers moi et m'a dit « Si vous étiez mon frère, je vous conseillerais d'accepter cette offre. Vous n'aurez pas une meilleure proposition. Et si vous ne l'acceptez pas, vous allez passer le reste de votre vie en prison. » J'avais le sentiment que nous allions provoquer un esclandre. C'est lamentable d'en arriver là. Mais il a envoyé un courriel à un de ses avocats disant « Je ne suis pas sûre de vouloir plaider coupable. » Je lui ai dit « Si vous n'informez pas clairement vos avocats, ils vont voir le juge Brinkema dans moins d'1 heure et lui dire « Notre client a décidé de plaider coupable. » J'y ai pensé tout le week-end. J'ai changé d'avis plusieurs fois. Le délai expirait à 5 heures hier après-midi. Ils m'ont appelé à 6 heures et m'ont dit « Il est temps de prendre une décision. »
Il me semble que j'ai deux options. Soit je vire mes avocats et je prends quelqu'un d'autre, soit j'accepte leur proposition. Ils m'ont assuré qu'ils me défendraient avec acharnement, mais ils pensent que je vais perdre et que je risque de 6 à 12 ans d'emprisonnement. Je crois qu'ils ont décidé de ne pas prendre en compte les différents niveaux d'anonymat, parce que personne ne s'en souciera. Laissez-moi vous dire. J'ai violé la loi. Je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est là-dessus qu'ils veulent vous imposer une transaction. Ils savent que leur position est fragile. Ils savent que la loi sur la protection des agents est si restrictive qu'elle rend impossible de fournir une preuve à charge. Nous en avons parlé toute la nuit. Je suis rentré à la maison, j'ai emmené les enfants à l'école et je suis revenu m'allonger 1 heure parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Ma femme ne pourrait pas faire vivre la famille avec son salaire. Nous pourrions emprunter de quoi tenir 2 ans sans nous déclarer en faillite. Mais si j'étais condamné à plus de 2 ans, nous sommes déjà ruinés aujourd'hui. Nous serions ruinés pour toujours. Tom Drake pense que je devrais me battre. Et au fond de moi, j'en ai vraiment envie. Mais j'ai des gamins. Je ne peux pas leur enlever leur père pour 6 ou 12 ans. Bonjour, je serai bref. John Kiriakou est un Américain loyal à son pays qu'il aime profondément. Il a servi de nombreuses années à la CIA. Il a accompli des missions difficiles et souvent dangereuses. Rien dans la requête d'aujourd'hui n'entame la valeur de ses services à la patrie et la contribution qu'il a apportée à la sécurité de notre pays. J'étais devenu un paria pour l'administration, c'était évident. Vous n'avez plus d'habilitation défense. Je me suis retrouvé au chômage. J'ai cherché un boulot. J'ai postulé à un poste à temps partiel chez Apple. Plusieurs mois plus tard, on m'a appelé. J'avais décroché un poste de vendeur dans un magasin Apple dans la région de Washington. J'ai fait l'objet de représailles. Je suis devenue la cible d'une enquête criminelle fédérale pour divulgation d'informations secrètes. Le ministère de la Justice m'a signalée au barreau où je suis enregistrée comme avocate. C'est très grave parce que je pourrais être radiée des barreaux. Ce signalement s'appuyait sur un rapport secret dont je n'ai pas eu connaissance. Un enquêteur du ministère de la Justice a appelé le cabinet d'avocats où je travaillais pour leur dire qu'ils avaient engagé une criminelle. Selon lui, j'allais voler les dossiers des avocats et des clients et il leur conseillait de me licencier. On m'a mis en congé administratif, d'abord avec maintien du salaire, et puis ils ont cessé de me payer. Je me suis inscrite au chômage. Peu de temps après, le même enquêteur m'a appelé pour me poser des questions sur l'article de Newsweek. Il est devenu très agressif. Avez-vous envoyé des mails à Michael Isikoff? Et il ajouta, si vous n'avouez pas, nous allons fouiller dans votre ordinateur. Je lui ai répondu, je suis occupée, je vous rappelle. Mais j'ai appelé un avocat. J'étais effondrée. J'avais perdu un poste dont je rêvais. J'étais très angoissée parce que je faisais l'objet d'une enquête. Je souffre de sclérose en plaques, une maladie neurologique aggravée par le stress. Leur manœuvre, depuis plusieurs années,
avait pour objectif de me détruire. Le stress est considérable. Ils donnent à la presse des informations qui vous présentent sous un jour très défavorable. Le ministère de la Justice m'a qualifié de traître et de renégat, de turncoat, dans le New York Times. Vous n'êtes pas loyal, vous n'êtes pas un bon Américain, vous êtes un sympathisant des terroristes. Ça a fait l'ouverture du journal télévisé de 18h, de 23h et à nouveau celui du lendemain matin. Mes collègues ne voulaient plus me parler. Certains me disaient « Ne m'appelle pas au bureau ». Vous avez trahi votre pays. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez dû faire quelque chose. Sinon, pourquoi viendrait-on perquisitionner chez vous? J'étais plongée dans un cauchemar kafkaïen. J'essaie de protéger mes enfants de cette situation. Le FBI me surveille en permanence depuis 7 mois. Ils nous suivent au supermarché, ils nous suivent à l'église. Des agents du FBI s'assoient derrière moi à l'église pour me surveiller. Mes voisins m'appellent pour me dire « Il y a une voiture stationnée au bout de la rue avec un type qui surveille votre maison à la jumelle. » Une femme est égarée près de chez nous. Elle surveillait mes enfants. Je suis allé frapper à la vitre de sa camionnette et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle s'est affolée et elle est partie. J'avais essayé d'être honnête, de respecter les règles. Et c'était à moi de faire appel à une équipe d'avocats. Vous devez hypothéquer votre maison, vider votre compte en banque. Je gagnais plus de 150 000 $ par an. Aujourd'hui, j'en gagne à peine le quart. Les associations dont j'espérais de l'aide, comme ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiques, n'ont pas bougé. Je devais payer mes avocats. Aujourd'hui, cette affaire m'a déjà coûté près d'1 million de dollars en perte de revenus, frais de justice et autres dépenses, sans parler de l'impact sur ma vie privée. On m'a dit que j'étais sur liste noire. Ma femme a démissionné parce que l'agence l'a menacée d'une enquête de sécurité. Nous sommes tous les deux au chômage depuis 7 mois. C'est devenu complètement surréaliste. Il y a 2 semaines, j'ai eu cette conversation avec ma femme. C'était un dimanche soir et ma femme m'a dit « On n'a pas de quoi acheter à manger la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que nous allons faire. » À contre-cœur, nous sommes allés au bureau des services sociaux du comté. Nous avons expliqué notre situation et on nous a dit « Oui, vous êtes éligible à toutes les aides, l'allocation nourriture, la couverture médicale, des allocations, une formation. » Ma grossesse m'a stabilisée, mes enfants aussi. Je savais qu'il y avait quelque chose de bien plus important que toutes ces conneries. Je voulais protéger mon bébé. En le protégeant, j'avais l'impression de me protéger aussi. J'étais à mon bureau, au cabinet d'avocat où je travaillais encore, quand mon patron est venu me voir pour me dire « Notre associé à New York et l'agent Powell font le tour des bureaux. » L'agent Powell a déclaré qu'il fallait s'attendre à un coup de théâtre. Je crois que vous allez être arrêté. J'étais terrifiée. Les nuits étaient terribles pour moi. Tous mes cauchemars revenaient. Je me voyais arrêtée et menottée devant les mamans du voisinage, poussée dans la voiture des policiers, incarcérée. Tout cela ne cessait de me hanter. Quand je me suis réveillée le lendemain, je baignais dans le sang. J'ai compris que j'avais perdu mon bébé.
Dans mon quartier, il y a une église orthodoxe. Quand je vois des voitures dans le parking, je m'arrête. J'entre dans l'église, j'assiste à la messe et j'allume un cierge. Ça me donne de la force, ça me réconforte. Je suis très sensible à l'histoire d'un saint de l'Église orthodoxe qui a vécu au siècle dernier, Saint Nectarios. Saint Nectarios a passé sa vie à dénoncer ou à réfuter les mensonges que faisaient courir à son sujet les individus qui convoitaient son poste. Il a été ruiné par ces rumeurs. Il a perdu son poste, il a été destitué, il a tout perdu. Mais il n'a jamais accusé personne. Il a pardonné à ses détracteurs et a continué à vivre sa vie. La seule plateforme d'expression, le seul garde-fou contre les menées secrètes de l'administration, le seul recours pour exposer les enjeux pour moi-même en tant que citoyen américain, mais aussi les enjeux pour le pays tout entier, c'était le tribunal de l'opinion publique. C'est Jesslyn Radack qui a mené ce combat. J'ai découvert le procès fait à Tom dans la presse et j'ai tout de suite été choquée. Manifestement, on avait franchi des limites. Même si j'avais été harcelée par l'administration Bush, je n'avais jamais été poursuivie. Dans cette affaire, on traînait un homme en justice. J'ai veillé toute la nuit et j'ai rédigé un éditorial expliquant la différence entre divulguer des informations sensibles et être un lanceur d'alerte. Je l'ai envoyé à la presse et le Los Angeles Times l'a publié. J'envoie souvent des articles à la presse, comme une bouée, en espérant que quelqu'un veuille bien s'en saisir. Elle a compris que j'étais un lanceur d'alerte. Elle a mesuré les enjeux parce qu'elle s'est trouvée elle-même dans le collimateur d'une administration qui voulait la punir de s'être engagée pour dire la vérité. Je devais mener une campagne d'information, expliquer les représailles qui frappaient les lanceurs d'alerte. Drake avait utilisé les voies de recours officielles. Il s'était adressé à l'inspecteur général et il était victime de représailles. Ils l'ont trompé et dénoncé au ministère de la Justice pour qu'il soit poursuivi. Jane Mayer, du New Yorker, a écrit un grand article, une enquête approfondie. L'administration déclare qu'il a trahi son pays. La semaine suivante, le magazine télévisé 60 minutes a traité le sujet. Il y a eu des éditoriaux dans le Los Angeles Times, le Washington Post, qui soulignaient que Tom Drake était un lanceur d'alerte et qu'il était ridicule de se servir de l'espionnage Act contre lui. La presse nous a vraiment sauvés. Aujourd'hui, les procureurs fédéraux ont renoncé à presque toutes les poursuites engagées contre Thomas Drake, un ancien responsable des services de renseignement qui est sorti libre du tribunal de Baltimore. Drake avait été mis en examen au titre de l'espionnage Act pour avoir divulgué des informations sensibles. C'est un échec retentissant pour le ministère de la Justice qui s'attaque aux fuites au sein de l'administration. Je ne sais plus à qui me fier. Il y a eu tant de changements dans ce pays depuis le 11 septembre. Des mesures qui, il y a 10 ans, auraient été impensables, sont devenues la norme. Si vous n'adhérez pas à leur politique, vous êtes un ennemi. Dad, there's Batman eats a hot dog and there's hot dog eats Batman.
Au cours du week-end, l'affaire du général Petraeus a connu de nouveaux développements. Il est confirmé que la maîtresse supposée du général détenait des informations classées sur son ordinateur, à la suite de quoi le FBI a déclaré qu'il n'y avait pas d'enquête criminelle en cours. La semaine dernière, ils ont mis en examen pour espionnage un traducteur à Bahreïn qui aurait envoyé des documents classés aux archives de l'université de Stanford. Si cette femme détenait des informations classées sur son ordinateur, elle les avait certainement obtenues de Petraeus. Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis pour espionnage? Bon, je n'oublie rien. Téléphone, lunettes. Je suis myope. C'est bon. En l'occurrence, si vous êtes général et copain du président, ou si vous êtes la petite amie du général, on ne vous fera rien. Si vous n'êtes personne, vous irez en prison, au titre de l'espionnage Act, ou pour une accusation moins grave, mais dans tous les cas, vous irez en prison. Heureux de vous voir. Merci d'avoir relu mon discours. C'est parfait. Il y a un passage où vous dites « Cette épreuve a été très pénible pour mes enfants ». J'ai oublié d'ajouter « et pour mon épouse ». Oui, mes enfants. Les enfants grandissent. Nous décernons le 23e prix Joey Calloway pour le courage civique à John Kiriakou pour son combat contre la torture. Il s'est élevé contre l'utilisation de la torture pendant les interrogatoires de prisonniers du gouvernement. Il a révélé que l'emploi de la torture, y compris le waterboarding, n'était pas un dérapage isolé comme le prétend le gouvernement, mais une politique constante. Il a été le premier agent de la CIA à confirmer et à condamner cette pratique illégale de la torture. On dit qu'il pourrait me menotter et m'embarquer demain. Oui. Je vais retirer ma croix et mon alliance avant de me rendre au tribunal. Je ne sais pas. Il pourrait m'envoyer en prison. Ne t'inquiète pas. D'accord? Non, ne t'inquiète pas. Quand on a dit aux enfants que je devrais partir pour 2 ans, Max l'a très mal pris. Il a beaucoup pleuré. Il était très triste parce que je ne pourrais pas être là pour son anniversaire. Je ne serai pas là pour sa première communion. Il fait froid aujourd'hui. 7 sous 0. Bonjour. Bonjour. Ils ne veulent pas que je fasse une déclaration. Je vais dire, je veux juste remercier les gens. Le verdict d'aujourd'hui doit rappeler à tous les fonctionnaires qui détiennent des informations sensibles concernant la sécurité nationale ou la couverture d'un agent secret qu'il est essentiel que ces informations soient protégées.
John est le seul agent de la CIA qui va aller en prison en raison du programme de torture. Et il n'a torturé personne. Il est aussi le seul agent de la CIA qui va être emprisonné pour avoir divulgué des informations à la presse, alors qu'il y a de nombreux responsables qui ont divulgué des informations classées, y compris sur les sources et les procédures à Hollywood pour la production de Zero Dark Thirty. Et cela ne semble poser aucun problème. Ce matin, j'ai été condamné à 30 mois de prison pour un délit pour lequel j'ai plaidé coupable. Je sors de ce procès confiant et optimiste. Aujourd'hui, je vais m'adresser à une seule personne, Barack Obama. Cela va se jouer entre Barack Obama et moi. Il est le seul à pouvoir m'aider s'il le souhaite, et je vais essayer de le convaincre. Stand by. 15. Au sommaire ce matin, le premier agent de la CIA condamné pour avoir divulgué des informations classées. Pourquoi est-il fier de cet acte? Et dans notre studio, des objets rares ayant appartenu au président Kennedy avant qu'il ne soit mis aux enchères. Nous commençons cette émission avec un ancien agent de la CIA condamné à 30 mois de prison. Il est le premier à avoir été condamné pour divulgation d'informations classées. Mais d'abord, un rappel de l'affaire avec Andrea Mitchell de NBC. Il s'agit d'une requête de la défense pour les détenus de Guantanamo. Les enquêteurs ont identifié M. Kiriakou, qui a reconnu sous serment avoir volontairement révélé l'identité de l'agent secret. Monsieur Kiriakou s'est présenté comme un lanceur d'alerte pour avoir révélé la procédure controversée du waterboarding. Aujourd'hui, John Kiriakou est notre invité. Bonjour John, ravi de vous voir. Bonjour, merci de me recevoir. Les avis sont partagés sur cette affaire. Certains considèrent que vous avez trahi vos anciens collègues pour devenir célèbre, vendre des livres et devenir consultant. Pour d'autres, vous êtes un lanceur d'alerte, vous avez eu le courage de parler et vous êtes poursuivi à tort. Vous dites être fier de votre condamnation. C'est vrai. Je suis fier de cette condamnation parce que ce verdict ne condamne pas une fuite. Depuis le début, c'est le procès de la torture. Je vous arrête. Vous avez reconnu et plaidé coupable d'avoir révélé l'identité d'un agent secret de la CIA. C'est un délit. Oui. Vous ne le contestez pas? Non, et je n'aurais pas dû le faire. C'était une grave erreur. En fait, en 2007, vous avez déclaré sur MSNBC que l'agence avait été injustement attaquée sur la pratique du waterboarding. C'est plutôt une défense de cette pratique qu'une condamnation, non? Je me fondais sur les notes internes à la CIA qui disaient que cette pratique était efficace, mais il s'agissait d'un mensonge. Vous avez reconnu avoir révélé l'identité d'un agent, mais aussi avoir divulgué des informations classées à un second journaliste. Avez-vous demandé à ces journalistes ce qu'ils allaient faire de ces informations? Un journaliste est venu me trouver et m'a dit « Que pouvez-vous me dire au sujet de ce monsieur ?» L'accusation a souligné que vous avez révélé la participation de cet agent à des opérations secrètes. Il y a un an, vous avez dit au FBI que vous saviez qu'il s'agissait d'un agent secret.
Une dernière question. Vous avez révélé le nom de cet agent à ce journaliste. Celui-ci l'a communiqué à l'un des enquêteurs de la défense et une photo de cet agent s'est retrouvée dans la cellule du terroriste. Comment vivez-vous cela? Bien. Merci, bonne chance. Vous ne pensez pas que ça va m'aider? Je croise les doigts, on verra bien. On n'a jamais employé le terme de prison devant les enfants. Je leur ai dit, j'étais en conflit avec le FBI pendant 1 an et malheureusement j'ai perdu. Et parce que j'ai perdu, je dois aller en Pennsylvanie pendant 2 ans pour aider les mauvais garçons à obtenir leur bac. À la fin de ce contrat, je rentrerai à la maison, nous serons à nouveau tous réunis et la vie reprendra comme avant. C'était comment l'école? Ça s'est bien passé. Bien. C'est la dernière fois que je viens vous chercher à l'école avant un moment. Je voudrais que mon papa soit toujours avec moi. Vous allez passer de belles vacances cet été. Mais tu seras pas avec nous. Non. Pourquoi? J'aurais aimé que tu gagnes, papa. Oui? Tu aurais dû gagner. Quoi, ma chérie? Tu aurais dû gagner. Oui, j'aurais aussi voulu gagner. Max? Tu veux jouer dans le jardin? Tu as mis ton blouson? J'espère que le jour de mon départ sera aussi normal que possible pour les enfants. Je ne veux pas que les enfants soient perturbés ce jour-là. Je ne veux pas qu'il y ait des larmes. Mon Dieu, qu'allons-nous faire pendant 2 ans? Je veux éviter tout ça. Je veux qu'ils se disent, papa va aller travailler, on le verra le week-end et tout ira bien. Je l'ai, papa, je l'ai. Ça va? Tu t'es fait mal? Fais voir. Tu t'es un peu écorché, ma chérie. Ça va? Je suis fatigué. J'ai l'impression qu'il ne dit pas la vérité. Je ne peux jamais rien faire. J'ai une idée, on va jouer au bus.
C'est moi qui commence. Envoyez-moi un texto et j'aurai votre numéro. Je t'aime. Bonne route. Il faudra du temps pour prendre conscience de l'erreur qu'a été ce programme de torture. Dans 30 ou 40 ans, les gens diront « Nous avons torturé des gens dans notre pays ? Avions-nous perdu la tête ?» Je suis très inquiet pour l'avenir de notre République. Si cette tendance se confirme, celle d'un régime sécuritaire, d'un régime du secret, il ne peut pas coexister avec une démocratie constitutionnelle. C'est l'un ou l'autre. Dans toute l'histoire des États-Unis, seulement 10 personnes ont été inculpées d'espionnage pour avoir divulgué des informations classées, 7 d'entre elles sous la présidence Obama. Quand on accuse un individu d'être un traître, il est rejeté par sa famille et ses amis, et il doit supporter des frais de justice astronomiques. Tout cela a pour but de mener le lanceur d'alerte à la ruine, de l'affaiblir au point où il est prêt à plaider coupable de n'importe quel crime, simplement pour mettre un terme à ce cauchemar. J'en sais quelque chose. Les 3 chefs d'accusation d'espionnage dont je dois répondre font de moi une des 7 d'Obama. Je pense que le gouvernement va lancer une enquête et dire que j'ai commis des crimes graves, que j'ai violé l'Espionnage Act. Ils diront que j'ai aidé nos ennemis. La divulgation d'informations très secrètes donne à nos ennemis terroristes nos plans pour les combattre. Alors que l'affaire Snowden continue de faire l'actualité, le programme de surveillance suscite de nombreuses questions. La Maison-Blanche ne souhaite pas commenter cette affaire. L'administration tente par tous les moyens d'étouffer le contenu de ces révélations. Pourquoi est-ce que le gouvernement espionne ses propres citoyens? Ce qui nous inquiète, c'est qu'ils ont intercepté ces conversations téléphoniques, ces courriels, et qu'ils ont été tentés de les écouter et de les lire, qu'ils en aient eu le droit ou pas. Le gouvernement américain a systématiquement violé les articles de la Constitution qui protègent les citoyens de notre pays. Il a violé l'intégrité de pays étrangers et les droits fondamentaux des citoyens de ces pays. Certaines de ces enquêtes ont été lancées sous l'administration Bush, comme l'affaire du lanceur d'alerte de la NSA, Tom Drake. Mais c'est sous la présidence d'Obama que des gens ont été condamnés au titre de l'Espionnage Act. Il est mon seul client emprisonné pour ces raisons. Il est incarcéré à tort. Il est parfaitement conscient qu'il s'agit d'un procès politique. Quant à moi, son avocate, j'ai fait de mon mieux sur le plan juridique. Mais je considère que j'ai échoué. Aujourd'hui, j'aimerais l'aider davantage sur le plan personnel.
Au cours de notre histoire, ce sont les lanceurs d'alerte qui ont fait progresser la justice. Ce sont les lanceurs d'alerte qui ont provoqué des changements majeurs dans notre société. Je crois que la liberté peut l'emporter sur la peur.